Quoi? Vous dites que vous aviez 21 minutes de numéro. Oui. Vous aviez donc un bon quart d'heure qui était déjà calé. Un bon quart d'heure, vous aviez 16 oui, minutes de calé. Oui. Mais comment vous séquenciez votre numéro, par exemple? Est-ce que vous aviez une mathématique à chaque Alors, fois que vous avez un écoutez numéro? bien, d'abord, psychologiquement, ça ne peut pas s'expliquer. Okay? Même si vous prévoyez de faire quelque chose avec quelqu'un que vous avez fait monter sur scène, que vous connaissiez ou vous ne connaissez pas, il y a certaines choses où le type va mal réagir et il faut tout de suite les éviter, savoir à quoi ils correspondent dans vos désirs de réaction pour le public. Si, j'ai vu des gars se mettre en colère, enfin, au début de ma carrière, parce que j'étais maladroit, il n'y a pas de doute, on est toujours maladroit au début de carrière. Mais le plus important, c'est saisir l'opportunité de la personne que vous allez utiliser, saisir son caractère, saisir le fait, est-ce qu'il va plaire au public, ce type, si je fais ça et ça avec lui. Et ça vient automatiquement, ça, par la suite. Automatiquement. Je regardais tout à l'heure, quand on a fait passer la séquence avec les Japonais, mon premier choix était bon, le deuxième était moins bon, mais j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre le meilleur après, mais bon, mais ça c'est très, enfin, ça semble peu de choses, mais c'est très important, c'est le choix de ce que vous pouvez faire avec tel ou tel spectateur qui va être crédible pour le public. À partir du moment où faire quelque chose qui n'est pas crédible, ou bien si, vous pouvez très bien faire quelque chose qui ne soit pas crédible, mais il faut le faire dans une montée de rapidité, pour que les gens n'aient pas le temps d'analyser. Ça, c'est pas vrai. Il faut qu'ils puissent rire. Si par exemple vous passez d'une cravate, bon, vous avez 5 cravates, l'ambiance est forte. Ensuite vous passez des bretelles, tout le monde fait ça maintenant. Bon, ça dépend comment c'est fait. Hein. Bon, ça dépend de la réaction du type. L'ambiance monte. Ensuite vous passez au dernier truc plus visuel encore, la chemise, le pantalon, là, vous foutez ce que vous voulez, quoi. Mais il faut que votre ambiance et que le rire monte jusqu'à la fin. Car si vous vous arrêtez au milieu, vous partez sur un bide. Hein. Bon, et si par la suite, en sortant, les gens disent « mais ça c'est pas possible, ça c'est pas... » Ce qu'ils oublient, c'est que toute la salle a hurlé de rire jusqu'à la fin, et que un directeur de cabaret qui va venir, ou un propriétaire de théâtre, n'importe quoi, c'est tout ce qu'il veut. C'est que le numéro fasse du succès jusqu'à la fin, donc il faut assumer son rire jusqu'à la fin. Donc il sent qu'il ne faut pas prendre de chance. Vous dites qu'il faut assurer le succès, mais alors comment vous construisez un succès assuré? Alors, c'est ça qui est incroyable. Le physique du spectateur que vous prenez sur scène, ouais. Son physique, sa façon de se comporter, okay, s'il est sympa, et comment il va réagir, s'il va s'amuser, ou si jamais il ne faut pas qu'il soit en colère. Bon, ça se sent automatiquement. Ça se sent automatiquement. Si 2-3 minutes avant le type, vous ne l'avez pas senti, vous oubliez ce truc-là, hop, et vous passez rien. Il faut qu'il y ait une montée. Comme vous avez vu la montée à la fin, où je prends ce spectateur tout seul, ou que je lui fais ses poches sans arrêt. Okay, là, il y a une montée. Et ça, cette montée des réactions, elle est d'une importance capitale. Il y a des magiciens qui font des manipulations extraordinaires. Vous, en tant que magicien, vous le regardez, vous dites, oh, c'est quand même fort ce qu'il fait. Mais ça ne va rien faire sur le public. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Parce que c'est trop fort, c'est trop compliqué. C'est pas assez net, ou n'est pas enjoué. Pour pouvoir faire cette difficulté, il a été un peu stressé, le gars. Parce qu'il faut qu'il réussisse ce tour difficile. Il a été un peu stressé. S'il est stressé, le public est un peu stressé aussi. Mais s'il le fait en s'amusant, que ça coule tout seul, comme ça, c'est un gros avantage. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que pour être un bon magicien, il faut être un humain accueillant et chaleureux, en fait, au départ. Ça, c'est très important. C'est ça, en fait. Oh, c'est très important. Puis il faut vous amuser. Ouais. Il faut vous amuser, mais quelquefois, c'est pas toujours facile de s'amuser. Si vous commencez un numéro que le public vous regarde en travers, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Vous vous dites, mince, comment je m'en vais finir? Alors là, il faut se dire, j'assume. Je serre les fesses, mais j'assume. Jusqu'au bout. Et puis, progressivement, si vous vous détendez, vous allez conquérir le public. Moi, je me suis vu au Japon avec un spectacle à 10h30 du matin, un spectacle où il y avait que des fakirs qui avalaient des sabres, qui se mettaient les aiguilles dans le ventre, et l'autre qui avalait des poissons vivants, enfin qui marche toujours d'ailleurs, il est drôle. Et puis moi qui faisais
Et c'était des femmes qui venaient, parce que c'était ce moment libre, n'était pas libre le soir, avec leurs petits-enfants de 7 ans, 5 ans, 6 ans, pour voir ce spectacle-là. Là, il a fallu assumer. J'ai un souvenir brutal hein, de ce truc-là, mais j'ai assumé. Bon, ben, qu'est-ce que je veux dire je prenais pas un bide, mais ça aurait pu être pire. Il y a des choses difficiles parfois, on n'est pas... Il y a des choses difficiles, vous ne savez pas quand vous signez un contrat sur quel public vous allez tomber, qu'est-ce qu'on va vous demander, qu'est-ce qu'on va... C'est là... Bon. Non, mais pour construire un succès, en fait, comme vous dites, c'est une règle qui est incontournable si on veut être engagé. Il y a aussi les musiques, il y a aussi les déplacements, il y a tout. Bien sûr, mais ça c'est l'accompagnement. Les musiques, sur Las Vegas, jusque dans les années 80, on avait un orchestre, hein. Que ce soit au Flamingo, Last Frontier, au Thunderbird, au El Rancho, aux Dunes, au Tropicana, il y avait toujours 22 musiciens. Au Lido à Paris jusque dans les années 85, il y avait 22 musiciens. Tout le spectacle, je vous montrerai tout à l'heure dans le buffet, là, au point de vue arrangements musicaux, il y avait une pile, hein, parce que chaque effet devait être suivi. Par contre, il y avait des choses merveilleuses, c'est qu'on avait un batteur vivant. Comme maintenant vous faites un numéro de jonglerie, de jonglage ou de jonglerie, comme vous voulez, les effets, avant, on ne peut plus les faire avec la batterie maintenant, avant c'était vivant. Même c'était à Bobino, vous avez un batteur, c'était plus fort que l'orchestre, à Bobino à Paris. C'était dans les années 50. Il y avait la fausse orchestre et ça donnait une âme au numéro, quoi. Mais bon, on parle de musique, qu'est-ce qu'on parlait d'autre? On parle des lumières également. Soit de la musique, oui. Ben, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'en avais parlé récemment avec Jean Merlin, il m'avait demandé justement comment on était accompagné. Quand je suis arrivé, le premier contrat que j'ai fait à Las Vegas, c'était au Sands Hotel. Je ne me rappelle plus avec qui c'était, je crois. Je ne sais pas, peut-être c'est Sinatra ou Sammy Davis, je ne me rappelle plus. Puis je l'ai fait 3-4 fois. Ensuite j'ai fait le Flamingo. Et ensuite j'ai fait le Last Frontier. Il y avait le New Frontier. Non, tout court c'était le Frontier Hotel. Ensuite il y a eu le New Frontier et le Last Frontier. Au New Frontier Hotel, j'avais pas de musique encore, qui devait suivre mon numéro exactement. Et moi, c'est un pianiste qui l'a fait, et le pianiste, c'était Nat King Cole, qui m'accompagnait en piano, il me dit qu'est-ce que je vais te faire mais il n'était pas connu, il avait encore, il y a 55 ans de ça. 55 ans, ben, il a repris des airs de Maurice Chevalier à Paris, mais il jouait. Il improvisait. Il y a un gars qui a improvisé merveilleusement en jazz, c'est Stéphane Grappelli, à Monte Carlo, comme moi c'est l'hôtel de Paris, c'est le gala du duc de Windsor. Il n'y avait pas d'orchestre, et bon, il y a 70 ou 80 spectateurs invités par le duc de Windsor, puisque il m'avait déjà invité chez lui à Paris, à avenue Floche. Et Grappelli, si vous faisiez une manipulation de cartes de toute rapidité, il jouait avec son violon, vous suivant, comme si les papillons s'envolaient, comme si les cartes s'envolaient, c'était merveilleux. Merveilleux, et puis d'une simplicité, d'une gentillesse. Et c'était comme ça un peu avant le show business. Maintenant c'est devenu un peu plus commercial, il y a un peu moins de chaleur, je trouve. Enfin, c'est ça. Et alors, les questions, le son, la lumière, les déplacements. Tout est écrit. Les déplacements? Oui, c'est comme une chorégraphie. Non. Ah, pour certaines choses, oui, parce que bon. Si l'arrivée et la sortie. Comment? L'arrivée et la sortie étaient quand même extrêmement millimétrées. Ah oui, ça peut être très court, ça peut être très long. Si vous prenez un bide, la sortie elle est courte, hein, pas tout de suite. Si elle est longue, alors là, vous en faites plus. Hein. Ah merci, ce que vous êtes gentil. Ah, je reviendrai, merci. Bon, c'est ce qu'on appelle être cabot, quoi. Mais il faut être cabot sans le montrer. Il faut être cabot sans le montrer.